C'est l'heure du grand dossier et soyez bien évidemment les bienvenus sur LCI avec aujourd'hui cette question, cet enjeu, la paix ou les bombes, des heures cruciales. Oui, frapper ou accord, tout peut basculer, tension militaire très forte alors que tout le monde est concentré sur le cessez-le-feu. Regardez des travaux de réhabilitation de pistes en cours sur une base aérienne en Jordanie qui abrite de nombreuses forces de combat de l'US Air Force. Et puis il y a aussi l'Arabie Saoudite qui se protège comme jamais alors que plusieurs millions de musulmans ont entamé aujourd'hui les rituels ancestraux du Hajj, grand pèlerinage musulman à la Mecque. Oui, vous le voyez, la tension militaire, elle est toujours très forte. Pourtant, cette question se pose. Le détroit d'Ormuz va-t-il rouvrir? Est-ce une question d'heure? Les États-Unis et l'Iran se sont mis d'accord pour l'ouvrir. Info New York Times, Reuters rapporte que les premiers pétroliers méthaniers ont commencé à traverser. Mais pour y arriver, malgré des images guerrières postées par Donald Trump, encore une fois sur ses réseaux sociaux, vous le voyez là, Donald Trump est-il en train de capituler? Est-il pris aussi à son propre piège? Nouvelle révélation, Mojtaba Khamenei serait le nouveau Ben Laden. Comme lui, il vivrait dans une cachette secrète d'où il donnerait ses instructions, ce qui compliquerait les négociations pour le président américain. Et puis également, dans cette émission, cette question, démonstration de force ou fébrilité. Qu'est-ce que le missile Oreshnik, l'engin à capacité nucléaire russe utilisé à nouveau par le président Poutine comme arme contre l'Ukraine? Ça s'est passé hier. Explication à suivre, mais quelle qu'elle soit, vous le verrez, tout ça ne va pas parvenir à masquer l'affaiblissement du patron du Kremlin. Pour tout nous faire vivre, vous le savez, en reprenant la direction du terrain, nous serons aux États-Unis, nous serons en Israël, nous serons à Doha et nous serons également en Russie. Alors, la paix ou les bombes, des heures cruciales. Et pour bien comprendre ce sentiment parfois que les frappes vont l'emporter sur la diplomatie, regardez le niveau de cynisme des Iraniens dans leur propagande. Écoutez, regardez. 20% of the world's oil moves through our door. One narrow strait, that's what the whole war is for. You flew 900 strikes in a single night. You thought you'd break Tehran before the morning light. But 80 days later, we still hold the key. The Strait of Hormuz belongs to Persia, you see. Et pour tout comprendre, pour tout décrypter, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Hélène Kuntz. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes spécialiste des États-Unis, professeur à l'INSEC. Bonjour à vous, Vincent Crouzet. Bonjour. Merci également d'être là. Je suis ravie de vous retrouver. Ça faisait longtemps, n'est-ce pas? Expert en renseignement et écrivain, auteur de votre autobiographie, Le jour où je suis devenu espion. C'est assez formidable, je le redis, publié le 5 février aux éditions de l'Observatoire. Bonjour à vous, Guillaume Roquette. Merci d'être là, ravi aussi, directeur de la rédaction du Figaro Magazine. Et bonjour à vous, capitaine Xavier de Giacomoni, éditorialiste international LCI. Et dans quelques instants, c'est le colonel Goya qui va également nous rejoindre sur ce plateau. Donc, vous l'avez compris, au cœur de cette émission, vous allez comprendre que la pression militaire reste extrêmement forte. Encore une fois, c'est par exemple la défense anti-aérienne qui a été activée au-dessus de l'Arabie Saoudite pour protéger les millions de musulmans qui s'apprêtent à faire leur pèlerinage à la Mecque. On y revient dans quelques instants. Ces images sont assez impressionnantes. Mais d'abord, est-ce qu'Ormuz sera bientôt rouvert? On revient sur ces mots du New York Times. Les États-Unis, l'Iran se sont mis d'accord pour ouvrir le détroit et Reuters, comme je le disais, rapporte que les premiers pétroliers et méthaniers ont commencé à traverser. Alors on a notamment le Fuwairit qui est un pavillon des Bahamas direction le Pakistan. Alors vous me direz le Pakistan, ami de l'Iran, il y a une logique dans tout ça, mais quand même, est-ce que quelque chose est en train de se passer? Est-ce que quelque chose est en train de se dénouer? Le monde entier a les yeux sur ces images, sur ce détroit. Est-ce qu'on peut dire au monde, en tout cas à nos téléspectateurs, restons modestes, que quelque chose est en train de se passer? Alors je vole ce que vient de dire Xavier hors antenne. En fait, le détroit n'est pas bloqué. Les navires marchands circulent toujours. On évalue entre 20 et 30 passages jour à peu près le nombre de navires qui sortent, soit en cabotant le long de la côte iranienne en direction du Pakistan, et puis quelques navires que les Iraniens décident de ne pas entraver ou décident de ne pas menacer, mais ça reste très très résiduel, si j'ose dire. Maintenant, ce sera certainement la décision la plus facile à prendre. Blocus contre blocus, on lève le blocus, c'est une décision qui peut être prise en 48 heures. Or, les problèmes techniques de déminage éventuels, si effectivement des mines ont été mouillées quelque part dans le détroit. Alors, ne parlez pas de péage dans le détroit. Les Iraniens maintenant veulent qu'on parle de frais de navigation. C'est ce que disent les Iraniens. Et puis regardez, on revient à ces images de propagande, mais qui est intéressant, pas de regarder en permanence, bien sûr, ça reste de la propagande, mais il y a des messages à décrypter. Regardez quand ils nous disent « Bienvenue au péage perse ».
if you wanna sail well. You want the oil, then you pay the price. Hormuz is ours, we don't ask you twice. T-O-L-L-L. Rubio said no, we said oh well. Crypto or cash, we take it. Voilà, ça fait partie de ces moments où franchement, moi j'ose le dire, je comprends plus rien. Voilà, je le dis clairement, puisque les Iraniens eux-mêmes disent non, c'est pas un péage, ce sont des frais de navigation. Ils publient un clip dans lequel ils parlent de péage. Les informations de presse nous disent que tout ça pourrait rouvrir, qu'un accord serait trouvé. Finalement, on a l'impression que chaque jour qui passe, voire chaque heure, les Iraniens mettent un peu plus la main sur ce détroit. Franchement, éclairez-moi. Hein. Les Iraniens ont totalement la main sur ce détroit depuis le début de la guerre. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, c'était conceptualisé depuis très très longtemps, formalisé depuis 2006, cette menace sur le détroit, mais les Iraniens n'avaient pas la certitude que cela allait fonctionner. La guerre de Donald Trump leur a donné cette certitude, cela fonctionne. Sur les chiffres que donnait Vincent tout à l'heure, effectivement, on peut imaginer qu'une vingtaine de bateaux passent par jour. Sur ces 20 bateaux, vous en avez 6 à 10 qui passent en étant totalement déclarés, avec leur transpondeur allumé, et une dizaine d'autres qui passent le plus discrètement possible, soit parce que les Iraniens ne veulent pas que cela se sache, soit pour d'autres raisons de secret de la navigation et des armateurs. Mais la plupart de ceux qui passent, soit sont très très proches des Iraniens, soit paient un péage, et le péage il va de 1 à 2 millions. Et ce péage il existe ailleurs dans le monde. Savez-vous, Amélie, par exemple, que pour passer le Bosphore, en plein cœur d'Istanbul, entre la mer de Marmara, la Turquie et la mer Noire de l'autre côté, eh bien, il y a des frais de navigation. Exactement le terme que vous avez utilisé, ces frais de navigation. Les Iraniens utilisent. Que les Iraniens utilisent aussi, et ils parlent aussi d'écologie, c'est aussi pour protéger l'écologie dans le détroit d'Ormuz. Donc là, évidemment, ça devient franchement risible. Mais ce péage, il peut monter de 500 000 à 700 000 $ pour les bateaux qui passent le Bosphore. Donc les Iraniens se calquent là-dessus, et on peut penser qu'ils vont maintenir cette position le plus longtemps possible, si ce n'est très 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 longtemps. Je viens vers vous dans un instant, Guillaume Roquette, mais on prend la direction de la Maison-Blanche pour retrouver Sonia Dridi. Bonjour à vous, Sonia. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste accréditée à la Maison-Blanche pour TF1. LCI. On voyait également dans nos lectures matinales que le modèle général de l'accord aurait été accepté. CBS notamment l'avançait. Les États-Unis estimeraient que le chef suprême de l'Iran a approuvé le modèle général, le projet d'accord avec l'Iran. Un projet d'accord pour vous imminent et possible. Attendez, je vais plus loin. Est-ce que Trump, en fait, est prêt à capituler tout ou partie ? Oui, alors il y a un optimisme prudent ici à la Maison-Blanche. En effet, pour l'opposition et pour certains membres du camp républicain, ce serait une capitulation. Mais on le sait, Donald Trump est très pressé de trouver une porte de sortie à cette guerre. Alors il est conscient des critiques. Tout à l'heure, il a notamment posté sur son réseau social Truth, soit il y aura un accord excellent, soit il n'y aura pas d'accord. Hier, il y a eu un appel téléphonique entre des correspondants de la Maison-Blanche et des responsables de l'administration. Et ces derniers estiment que l'accord a été négocié à 95%. Toutefois, l'un d'entre eux a annoncé aux journalistes pas de poussière nucléaire, pas de dollars. C'est-à-dire que si Donald Trump n'obtient pas ce qu'il souhaite le plus, disposer de cet uranium enrichi iranien, eh bien, il n'y aura pas de levée des sanctions. Donc, même si on a l'impression que, comme Donald Trump l'a dit samedi, l'accord a été largement négocié, il reste des points de discussion qui sont compliqués. Vous pouvez peut-être le voir derrière moi, le convoi de Donald Trump qui s'apprête à quitter la Maison-Blanche pour se rendre au cimetière d'Arlington en ce jour de Memorial Day. Et on sent que, eh bien, il est quand même agacé et même déstabilisé par la tournure que prennent ces négociations. Merci beaucoup, Sonia Dridi, en direct depuis la Maison-Blanche. Merci vraiment, Sonia. Alors, je reprends ces mots, Guillaume, je vous interroge avec. Trump prêt à capituler. Par exemple, sur Hormuz, vous imaginez Trump prêt à capituler? Est-ce que si recul il y a, ce sera capitulation, quoi qu'il en soit? Non, je pense qu'il y aura capitulation si Trump accepte la réouverture du détroit d'Ormuz et donc de lever son contre-blocus sans qu'il y ait des concessions vérifiables des Iraniens sur le nucléaire. Et c'est vraiment ça, me semble-t-il, le point clé. Alors, vous savez que ce projet d'accord, ce protocole qui a fuité selon plusieurs sources, dit que le nucléaire iranien fait partie des négociations. D'abord sur l'avenir des stocks d'uranium enrichi, ensuite sur un engagement iranien de ne plus procéder à l'enrichissement. Mais ce qu'on sait aussi, c'est que ce serait dans un deuxième temps. Donc, il est possible que Trump capitule en réalité, mais sans perdre la face,
en acceptant de lever son contre-blocus sur le détroit et en disant à son opinion publique, oui, mais vous allez voir, après on va s'arranger avec les Iraniens pour qu'ils arrêtent leur programme nucléaire. Les promesses, on sait ce que ça vaut. Sur le nucléaire précisément, est-il prêt à capituler pour en finir, Donald Trump? On va d'abord écouter ce que disent les Iraniens, parce que c'est vraiment le chaud, le froid, version contre version depuis quelques heures. Le ministre iranien des Affaires étrangères confirme qu'officiellement, selon eux, aucun engagement nucléaire iranien ni aucune remise d'uranium n'existe ou n'existeront dans tout projet d'accord avec les États-Unis. Regardez. Quant aux 2 points que vous avez mentionnés au début, oui, ces 2 points sont exacts. En effet, les négociations visent avant tout à mettre fin à la guerre et à ce stade, nous ne discutons pas des détails de la question nucléaire. Les menaces, les pressions, les représentations et la publication de caricatures font partie des manœuvres politiques menées à l'autre bout du monde. Nous poursuivons notre travail sur le terrain en voyant les réalités telles qu'elles sont, indépendamment des perceptions et des discours de l'autre partie. Hélène Kuntz. C'est beaucoup d'efforts pour protéger l'amour-propre et l'ego de ce Donald Trump. Et en tant qu'Américaine, tout ce que je peux dire, c'est quelle humiliation. Pour les Américains, c'est une capitulation. Alors, ça sera peut-être une capitulation maquillée, mais ça sera une capitulation quand même. Donald Trump va, dans son ton de communication, dire que c'est une réussite pour lui. Mais si vous voulez, il n'arrive pas à faire le poids face même à ces vidéos faites de Lego. Donc, c'est une vraie chute pour la diplomatie américaine. Une humiliation pour les Américains, pour Donald Trump plus personnellement? C'est ce qui est en train de s'écrire. Après aussi, on peut se dire que les choses ne font que commencer, qu'on est au tout début des discussions en réalité. Hein. Hélène a tout à fait raison, on peut être très inquiet pour la diplomatie américaine. D'abord, on ne sait pas qui négocie. Okay. Pour l'instant, c'est un chef d'état-major pakistanais qui vraisemblablement est un personnage très corrompu, très proche des Américains, l'ancien attaché militaire pakistanais à Washington, Asim Munir. Et puis, il y a un énorme problème, quelques chiffres. Le département d'État a perdu 20% de son personnel, qui a été viré ou qui a démissionné. C'est énorme. 4000 personnes. Et parmi ces 4000 personnes, de très hauts fonctionnaires, avec un savoir-faire très important, une expérience très importante. Il manque 109 ambassadeurs dans le monde américain. Des postes qui sont vacants. C'est historique pour les États-Unis. Sur 195 postes, ça veut dire plus d'un poste d'ambassadeur sur 2 est vacant. Y compris pour 5 monarchies au Moyen-Orient, donc en pleine tourmente. Et puis côté CIA, côté renseignement, on a perdu 10% du personnel qui a été viré aussi ou qui a démissionné. Ce qui explique aussi les très grandes faiblesses de la diplomatie américaine en ce moment. Je voudrais vous montrer encore cette guerre de communication, une image de missile qui a été publié par Trump, sur lequel est écrit « Merci pour votre attention ». On va voir cette image. Regardez, la réponse iranienne, c'est le catch. C'est cette prise, j'allais dire de judo, non mais c'est du catch, je crois. Je ne sais pas si on peut voir l'image juste derrière. Je ne vous cache pas que ça m'arrangerait pas mal qu'on puisse la voir, s'il vous plaît. Ou alors on va me le dire. Voilà, merci beaucoup. Cette prise de catch. Et pardonnez-moi de simplifier à ce point-là les enjeux, mais à ce stade, puisqu'on est au stade des discussions, qui l'emporte dans ce transfert d'énergie là qu'on a dans ces combats-là, Guillaume? Ce sont les Iraniens. Avantage Iran. Oui, avantage Iran, parce qu'ils ont montré que malgré les coups très, très, très forts, malgré les plus de 13 000 frappes américano-israéliennes, le régime est toujours là et on voit bien qu'il est en position de force pour discuter. Et à la limite, toutes les images guerrières données par Donald Trump, dont la bombe que vous montriez auparavant, ou bien le fait que des matériels et des troupes continue à arriver, c'est une sorte de leurre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer de donner le change, mais la vérité, c'est que les Américains ont essayé et qu'ils ont échoué. Et je pense que, d'ailleurs, c'est la preuve que Trump n'est pas fou. C'est-à-dire que, vous savez, c'est l'un de mes maîtres à penser, Maurice Thorez, l'ancien patron du Parti communiste français, qui disait « il faut savoir terminer une grève ». Sans doute qu'il faut savoir aussi terminer une guerre, et que Trump se dit « ok, on a essayé, on n'y arrive pas,
Maintenant, on va essayer de s'en sortir avec le moins de casse possible. Quand on est la première puissance mondiale, terminer une guerre en étant totalement humilié, sans aboutir à un seul des objectifs qui étaient fixés. Mais en aggravant la situation dans le détroit d'Ormuz. Oui, mais objectif qui était atteignable avant de sortir du traité sur le nucléaire, le JCPOA, par Trump lui-même en 2018, c'est beaucoup, beaucoup plus grave que ça. Oui. En fait, moi j'ai la sensation aujourd'hui que c'est toute la dissuasion américaine, le statut de première puissance mondiale qui est en train d'être à minima érodé en fait. C'est-à-dire que les États-Unis, vis-à-vis de l'Iran évidemment, mais vis-à-vis du monde entier, ont perdu toute crédibilité, notamment militaire. Vincent, donc Oui, vous ne saurez rapport, décrypter les expressions. Rappelons 2 chiffres. Budget militaire des États-Unis, 1000 milliards de dollars. Bientôt 1005. Bientôt 1005. C'est donc. voté. Budget militaire de l'Iran, 23 milliards de dollars. Vous imaginez donc La puissance ne peut rien, surtout si elle est américaine. Une fois de plus. Alors, on lit que ce projet doit encore être approuvé par les différentes instances dirigeantes. Bon. Que faut-il mettre derrière les mots différentes instances dirigeantes? De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on et dans quelles conditions? Quand on découvre que le guide suprême Khamenei est terré au point que même les dirigeants iraniens auraient bien du mal à communiquer avec lui. Nouvelle révélation sur Mojtaba Khamenei. Il vivrait dans une cachette secrète d'où il donnerait ses instructions. Et on apprend qu'à travers des coursiers, eh bien, tout cela rend les négociations pour l'administration Trump extrêmement compliquées et lentes. Oui, Donald Trump, sur ce point, est-il pris à son propre piège? Il aurait poussé, disent certains, Mojtaba Khamenei à devenir le nouveau Ben Laden. Et on se souvient combien ça a duré, la situation d'un Ben Laden. Mais Khamenei cloîtrait le système opaque, les coursiers, on voit tout ça avec Xavier de Giacomoni. Xavier, depuis le début de la guerre, Mojtaba Khamenei prend des mesures extrêmes pour éviter les frappes similaires à celles qui ont tué son père. Il n'a pas été vu, ni entendu une seule fois. Il se cache exactement comme Ben Laden, je le disais, l'avait fait à la fin de sa vie. Oui, finalement, c'est bien plus grave. Il y a bien plus d'implications que la cache de Ben Laden qui a fini par être trouvée par les Américains tout de même. Alors, Mojtaba Khamenei se cache depuis jeudi prochain. Ça fera exactement 3 mois qu'il se cache depuis le début de la guerre. Il est devenu un fantôme. Il se cache dans un lieu totalement secret, malgré tous les efforts des Israéliens et des Américains pour le trouver et éventuellement l'éliminer. Alors, il se cache depuis cette opération, la frappe qui a tué son propre père, l'ayatollah Ali Khamenei. On se demande d'ailleurs si ce n'était pas la première erreur de la coalition israélo-américaine. Alors, dans les mêmes conditions, vous le disiez, Oussama Ben Laden a pu échapper aux Américains pendant près de 10 ans. À la fin de sa vie, il était caché dans une villa ultra protégée. Voilà, on voit le site, ça se passe au Pakistan, à quelques dizaines de mètres de hauts gradés de l'armée pakistanaise. Ça s'appelait, le village, la ville s'appelle Abbottabad. Évidemment, certains Pakistanais parmi les plus gradés étaient au courant. Dans le cas de Mojtaba Khamenei, on peut imaginer qu'il se cache sous terre, à proximité d'emprises importantes des gardiens de la Révolution, de complexes où il peut aussi se protéger, passer d'un complexe à l'autre, tout ça sous terre. Les Iraniens, en fait, ont étudié et s'inspirent. Voilà comment on imagine que ça fonctionne. Tout ce que vous voyez en rouge, c'était les tunnels qui permettent de réunir les différents complexes. Il peut passer de l'un à l'autre en fonction des dangers, en fonction des personnes qu'il peut rencontrer. Extrêmement peu de personnes peuvent le voir. En fait, les Iraniens ont étudié et s'inspirent des mesures de précaution extrêmes qu'avait pris Ben Laden. Aucune apparition publique, aucune vidéo. Sur une vidéo, on peut voir des détails qui permettent de localiser les lieux. Pas de téléphone, pas de connexion Internet, strictement aucune empreinte numérique. Du point de vue de la clandestinité, les similitudes sont totales avec le chef d'Al-Qaïda. Et je le disais, un isolement total qui a aujourd'hui des répercussions, des conséquences sur l'avancée des pourparlers. Oui, en fait, c'est là la grande différence avec Oussama Ben Laden. Le chef d'Al-Qaïda était à la tête d'une organisation terroriste très décentralisée qui pouvait fonctionner finalement sans commandement direct, en tout cas pas le sien. Mojtaba Khamenei est à la tête d'un État de 90 millions de personnes en guerre contre Israël et les États-Unis. Il est impliqué dans des négociations extrêmement complexes, on le voit tous les jours, qui nécessitent des arbitrages à chaque instant. Même les plus hauts responsables du régime iranien ne savent pas forcément où ils se cachent. Ils ont déjà, ces responsables, du mal à communiquer entre eux parce qu'eux aussi pourraient être visés par une frappe. Il y a donc un système de coursiers pour communiquer. On lui envoie des petits messages portés par des personnes en qui on a toute confiance, exactement. Il faut beaucoup de temps
pour faire passer les messages, les propositions américaines. Il faut autant de temps pour avoir ces réponses qui expliquent pourquoi ça dure, pourquoi les allers-retours sont très compliqués. C'est pas du tout simple comme un coup de fil, comme on pourrait le dire. Et surtout, côté iranien, on sait pertinemment que c'est en repérant l'un de ces coursiers, Amélie, que les Navy Seals ont pu éliminer Ben Laden. Alors, dans sa guerre sainte contre le petit et le grand Satan, Ali Khamenei avait l'habitude, le père, d'apparaître tous les vendredis pour la grande prière. Son fils, vous l'avez dit, n'a été ni vu ni entendu en public depuis avant le début de la guerre, même pas le 28 février, c'était même avant. À se demander même, certains se posent la question, est-il réellement en vie ? Merci beaucoup Xavier de Giacomoni. Merci à vous Vincent Crouzet. Bien sûr, je me tourne vers vous. Comment s'active, à votre sens, les responsables du renseignement, je pense en premier lieu au Mossad bien sûr, pour essayer de le localiser ? Bon, on essaye de localiser ses proches, ou du moins ce qu'il en reste, parce qu'il a perdu les 2 tiers de sa famille à l'occasion de la frappe du 28 février. Il a perdu sa sœur, Oda, et son beau-frère, mais il a perdu son épouse aussi, Zara. Vraisemblablement, il a perdu d'autres membres de sa famille à cette occasion. Donc on essaye de localiser ses proches, on essaye de localiser ses officiers de sécurité, ses gardes du corps principaux, qui font partie de ce qu'on appelle Vali Yehamar, qui est en fait l'organisme de protection, le service de protection rapproché du guide suprême, qui compte jusqu'à 12 000 membres. Mais là, en l'occurrence, ce serait une protection rapprochée extrêmement réduite, de 3-4 personnes qui riperaient tous les 2-3 jours pour éviter de mettre le moins de monde possible au courant, en fait, de la localisation précise. Certainement, donc, il resterait en statique dans un souterrain, un tunnel, avec une unité médicalisée des gardiens de la Révolution islamique qui s'occuperait de lui, parce que, effectivement, en ce qui concerne son état, les Israéliens sont persuadés qu'il est en très très mauvais état, qu'il a été victime d'un très long coma, qu'il en serait peut-être sorti, mais tout ça reste très hypothétique. Régulièrement, pardonnez-moi Vincent. Non, et en ce qui concerne... Le plus difficile, certainement, c'est de le géolocaliser très précisément, parce qu'effectivement, comme le disait Xavier, eh bien, aucun moyen électronique n'est utilisé, en fait, en termes de communication. Donc peut-être aussi suivre les médecins spécialisés qui pourraient effectivement être amenés à sortir du labyrinthe. Et essayer de surveiller le corps médical. Plusieurs fois, notamment Raphaël Jérusalemi, dans cette émission, nous a dit, mais bien sûr, le Mossad sait, on a des agents derrière chaque porte de chaque dirigeant, nous savons où il se trouve, c'est qu'une question de temps, une volonté pour le tuer. C'est-à-dire que les Iraniens, et une fois de plus, pardonnez-moi, mais ont été sous-estimés dans leur capacité à prendre les choses en main et à s'adapter et à renverser la situation. Bon, d'abord, le 28 février, ils ont été très légers, puisqu'en fait, ils sont remontés à un rez-de-chaussée d'où ils ont été frappés, où ils étaient quasiment à l'œil nu, et donc ils étaient extrêmement vulnérables. Donc c'est eux qui ont été très légers à ce moment-là. Et effectivement, aujourd'hui, ils redoublent de mesures de sécurité pour protéger l'actuel guide suprême, s'il est encore vivant. Maintenant, Téhéran regorge de tunnels, de souterrains, un petit peu à l'instar de ce qu'avait fait le Hamas dans Gaza, y compris très profonds, pouvant justement résister à des frappes de GBU 57. Je crois qu'on n'a même pas toute la cartographie. Non, encore aujourd'hui des souterrains du Hamas à Gaza. Hein. Ouais, et on ne sait même pas d'ailleurs s'il est à Téhéran. Il peut être à Qom, dans les monts Alborz ou à Machhad. Oui, absolument, ou à proximité. Et je suis persuadé que les Iraniens intoxiquent et mettent en place des écrans de fumée permanents et font de la désinformation. Ils l'ont encore fait aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Ils l'ont encore fait aujourd'hui ? Oui, puisqu'ils disent qu'il est plutôt en bonne santé, qu'il ne souffre que de blessures superficielles, alors que visiblement, d'après les rapports de certains services de sécurité, il aurait sans doute perdu une jambe, par exemple. Et est-ce que, quoi qu'il en soit, effectivement, c'est un casse-tête de négociation pour les Américains avec l'Iran. Est-ce que effectivement, ça complique la tâche des Américains de ne pas pouvoir communiquer directement avec Khamenei ? Parce que, en même temps, on a l'impression que d'autres ont la main. Hein. Alors, effectivement, c'est toujours plus compliqué quand vous n'avez pas l'interlocuteur direct. Ne serait-ce que pour comprendre jusqu'où votre interlocuteur est prêt à aller. Et en plus, la mauvaise nouvelle, c'est que Khamenei, semble-t-il, Khamenei fils, est plutôt sur une ligne dure,
par rapport à d'autres dirigeants du régime, en particulier sur le nucléaire, qui a toujours été considéré par son père comme étant une des pierres angulaires du régime islamiste, avec la théocratie chiite. Et donc, oui, bien sûr, ça complique les choses. Et puis, c'est aussi une façon, c'est aussi une sorte, symboliquement, le signe que les Américains ne maîtrisent pas la situation, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent même pas à avoir les interlocuteurs qu'ils souhaiteraient en face d'eux. Hélène Kuntz, en quelques secondes. Alors, les États-Unis, on n'a qu'à balayer devant notre porte. La dernière fois, il y avait des négociations en cours et ils ont jugé bon de bombarder à Téhéran. Donc, on peut entendre qu'ils n'ont pas envie de montrer le chef qui demeure vivant. Et pendant ce temps, vous savez, notre chef de diplomatie, là, le Marco Rubio, qu'est-ce qu'il fait? Et vous savez, Marco Rubio, en ce moment, est cumulard. Au-delà du fait qu'ils ont vidé ses équipes, comme vous avez dit tout à l'heure, il a trop de jobs à faire. Il est aussi chef de USAID, il est chef de National Security. Donc, c'est trop de jobs pour cette personne qui est pas dans la même ligne que le président des États-Unis. Alors, dans un instant, vous allez le voir, la pression militaire, elle reste extrêmement forte dans la région. Je le disais, défense antiaérienne activée en Arabie Saoudite avec près de 1 500 000 musulmans qui entament les rituels ancestraux du Hajj, grand pèlerinage musulman à la Mecque. Donc, défense antiaérienne activée sur place. Et du côté de la Jordanie, alors que tout le monde est concentré sur le cessez-le-feu, images qui sont sorties il y a quelques heures, des travaux de réhabilitation de pistes en cours sur une base aérienne qui abrite des éléments de l'US Air Force, lit-on. Alors, comme rarement, quand même, l'impression que les prochaines heures seront vraiment l'accord ou les frappes. On en parle ensemble. Colonel Goya, je vous en prie, faites votre entrée sur ce plateau. Vous pouvez vous installer juste ici. Aujourd'hui, c'est votre place. Bien sûr, Colonel Goya, consultant militaire LCI, auteur du livre Théorie du combattant aux éditions Perrin. Et dans cette émission, également, cette autre question, démonstration de force ou fébrilité. Qu'est-ce que ce missile Oreshnik, engin à capacité nucléaire russe utilisé contre l'Ukraine ce dimanche? Mais vous verrez surtout que cet arbre ne suffit pas à cacher la fragilité actuelle de Poutine. On en parle dans un instant. À tout de suite. Vous êtes toujours devant le grand dossier avec toujours cet enjeu, la paix ou les bombes, des heures cruciales. On en parle bien sûr avec mes invités. Mais là tout de suite, c'est l'heure de l'essentiel de l'actualité. Ça se confirme, la vague de chaleur qui touche la France est historique. Pour la première fois pour un mois de mai, 8 départements basculent en vigilance orange canicule. Vigilance orange canicule. Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine, Manche, Mayenne, Maine-et-Loire, Loire-Atlantique et Vendée. Jusqu'à aujourd'hui, la vigilance orange canicule la plus précoce, c'était le 15 juin 2022. Elle correspond, cette vigilance, à des températures très élevées pendant au moins 3 jours et 3 nuits consécutives. Mort d'un enfant de 12 ans à Rennes, une adolescente de 15 ans a été placée en garde à vue. Ce matin, c'est un mineur de 16 ans qui était arrêté. Des plongeurs sont à la recherche d'indices. Le garçon a été retrouvé mort, je le rappelle, sur la rive de la Vilaine. Une serviette de bain mouillée, nouée, très serrée autour de son cou. Les circonstances du drame sont encore à établir. Un discours qui fera date. Le pape critique l'usage de la guerre injuste pour justifier les conflits, demande pardon pour le rôle joué par l'Église dans l'esclavage. Le Vatican a publié ce lundi la première encyclique de Léon XIV, un document de premier plan très attendu, consacré également à la protection de la dignité humaine face à l'essor fulgurant de l'intelligence artificielle qu'il appelle à désarmer. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Donc toujours ce grand dossier, la paix ou les bombes, des heures cruciales, avec toujours, et j'en suis ravie sur ce plateau pour tout comprendre et décrypter, Hélène Kuntz, Vincent Crouzet. Nous sommes toujours avec Guillaume Roquette, avec Xavier de Giacomoni, et nous sommes donc avec le colonel Goya. Donc je signale à nouveau le livre Théorie du combattant et la note de blog, je ne l'ai pas fait tout à l'heure, La Voix de l'épée, pour vous lire vos analyses. Mais pourquoi ça vous fait rire? Non, ça... Vous êtes gêné? Je suis un peu gêné. Ah, voilà. ouais, je sentais. La Voix de l'épée, c'est particulièrement pertinent. Merci beaucoup. Alors, il faut que l'on vous parle à nouveau de la tension militaire qui est importante dans la région. On va vous parler de Jordanie, on va vous parler d'Arabie Saoudite. Un peu plus tard, des images qui viennent de nous parvenir, de la Grèce également, de mobilisation militaire américaine. Je vous emmène avec moi, colonel, sans tarder, pour raconter tout ça à nos téléspectateurs. Expliquer plutôt. Le premier signe de ces tensions militaires encore très fortes, ce sont les précautions exceptionnelles qui ont été prises par l'Arabie Saoudite pour protéger le pèlerinage
images de la Mecque. Oui, alors on voit des éléments. On voyait tout à l'heure un magnifique bitube de 23 mm. Ça, c'est pour taper des drones essentiellement. Là, on avait des missiles patriotes. Donc ça, c'est voilà un bitube. C'est la Mecque. La Mecque, c'est à 1500 km à peu près de l'Iran. Donc ça peut être frappé effectivement par des drones à longue portée, par des missiles également balistiques ou de croisière à longue portée. Donc c'est évidemment un événement très important à protéger, sachant que le pèlerinage commence dans quelques jours. Et ce serait évidemment très grave si ce pèlerinage était attaqué par les Iraniens. Alors, un peu plus discret, oui. On a aussi observé des travaux de réparation et d'extension sur 2 bases américaines en Jordanie. Oui, alors on se concentre beaucoup sur les moyens américains qui sont dans la mer d'Oman en particulier, mais il y a aussi tout un dispositif de l'armée de l'air, de l'US Air Force, à terre, en Israël aussi, et en Jordanie, juste devant. Pourquoi ? C'est parce que en réalité, c'est relativement loin de l'Iran, donc c'est loin des capacités de tir de missiles à courte portée ou de drones de l'Iran. Donc ils sont un petit peu éloignés, et la Jordanie en particulier, c'est là où se trouvent notamment toutes les escadrons de F-15E, comme celui qui a été abattu, qui a suscité après toute la campagne pour récupérer les pilotes. Donc c'est des chasseurs bombardiers extrêmement puissants, donc il y a une grosse force de frappe qui est là. C'est une zone qui a été également attaquée très violemment par les Iraniens. Les Iraniens ont détruit un grand radar TPY2 qui sert justement à protéger, à surveiller le ciel des missiles balistiques. J'ajoute un élément, en Jordanie, on a aussi, nous, Français, une base aérienne. Il ne faut quand même pas l'oublier dans la région. Nous ne l'oublions pas. Et puis, le dispositif, on le voit, donc se renforce. Mais information du New York Post, l'armée américaine n'ira nulle part pour l'instant. Elle ira nulle part tant qu'elle n'a pas reçu d'ordre, bien sûr. Alors là, on voit des images, là on est plutôt dans la mer d'Oman, on voit des images de F-35B, donc des avions des Marines américains qui sont en attente, effectivement. Ils se préparent, de toute façon les militaires, soit ils sont en action, soit ils se préparent. Donc là, ils se préparent et ils attendent les ordres d'attaque qui ne viendront peut-être jamais, mais dans tous les cas de figure, ils se préparent. D'accord, restez en place. On peut refaire un point sur justement l'armada américaine sur place si Donald Trump décide qu'il faut frapper. Oui, alors effectivement, on voit quand même maintenant c'est une armada qui est relativement conséquente, avec 2 groupes aéronavals centrés autour de 2 porte-avions, un certain nombre de destroyers qui assurent notamment le blocus américain et qui assurent, il faut que jamais l'oublier, une défense anti-aérienne et anti-missile. Ils sont bourrés de missiles. Un seul destroyer, comme que l'on voit ici, il peut porter une centaine de missiles, soit des missiles d'attaque, des Tomahawk, soit des missiles de défense. Donc c'est très important. Et puis vous avez les 2 groupes d'assaut amphibies centrés autour des 2 porte-hélicoptères qui portent aussi des F-35B que l'on a vu tout à l'heure et qui ont en plus évidemment une capacité d'action à terre, je dirais, d'action au sol, sur la côte et éventuellement dans le détroit d'Ormuz. Donc là aussi une armada qui est conséquente, même qui est très puissante et qui permet d'envisager, qui agit, toujours, ce sont eux qui exercent le blocus et qui est capable de faire autre chose éventuellement sur la côte. Merci beaucoup, colonel. Pour poser les choses simplement encore une fois, mais ça peut repartir très très vite. Si la décision est prise de frapper à nouveau, ça peut se faire extrêmement rapidement. Est-ce que ça peut être une question d'heure une fois que tout est en place ? Oui, ils ont pris des mesures de précaution d'ailleurs il y a quelques jours avec des opérations de desserrement des appareils américains qui étaient un petit peu trop visibles ou un peu trop vulnérables sur les différentes bases américaines de la région, à Al-Sati, à Louis-Dead, sur la fameuse base Prince Sultan où ils ont déjà perdu un AWACS, mais aussi Al-Dafra au Qatar. Il y a quasiment plus d'avions américains qui est visible, de gros porteurs visibles sur les tarmacs. Donc ils ont tout desserré plus au nord sur les bases de l'OTAN en Europe, en Grèce, etc. et en Turquie, et signifiant qu'ils sont prêts effectivement à attaquer et à encourir une riposte iranienne en retour. Alors, vous parlez de la Grèce et justement, on en vient à cette image qu'on a réussi à sortir finalement il y a quelques instants. Image peut-être toujours de cette pression militaire intense. Vous allez me dire, colonel, ce qu'il faut comprendre, mais c'est l'armada américaine que vous voyez là. Les images satellites, elles montrent un important ensemble de renseignements et de guerre électronique de l'US Air Force. Voilà les indications que j'ai sous les yeux. Elle s'est déployée à l'aéroport de la Canée en Grèce. Alors, je sais pas, je peux pas vous dire à 200% si ce que je vais vous citer est exact au millimètre près, colonel, mais
L'information qu'on me donne, c'est qu'il y a 3 avions de renseignement, 6 ravitailleurs, 2 avions de guerre électroniques. Oui, c'est à peu près ça. Mais qu'est-ce que ça nous indique ? Les plus petits que l'on voit, ce sont effectivement des avions de renseignement électronique, c'est des EA-37. Les plus gros, en fait, ce sont des Boeing 707 militarisés. Donc, soit ils servent à faire du transport du carburant, voilà, c'est des grandes citernes volantes, soit à faire aussi du renseignement, de l'écoute électronique. Donc, a priori, ceux qui sont à gauche servent à faire du renseignement. Ceux que l'on voit à droite sur l'image, ce sont des ravitailleurs. Ils sont effectivement en Grèce, c'est-à-dire qu'ils sont assez loin quand même de la menace. On se souvient d'avions de ce type sur la base Sultan en Arabie Saoudite et qui ont été frappés. Donc depuis, effectivement, les Américains prennent un certain nombre de précautions. Et la grande base arrière de l'opération, c'est quand même l'Europe. C'est quand même les pays de l'OTAN. Il ne faut quand même pas l'oublier. Comme quoi, ça peut être utile, les alliés, ça peut être utile aussi aux Américains. C'est un caractère exceptionnel de voir ces avions de l'armada américaine en Grèce, où ils sont à l'année prépositionnés parce que base... Non, c'est un renforcement. C'est un réel renforcement. Oui, c'est un vrai... Voilà. Oui, bien sûr. Ils sont très loin du front, en fait. Ils sont c'est très ça loin. qui est étonnant. Il me semble que ce déploiement de force n'est pas incompatible avec une logique de négociation. Mais certains disent même qu'il faut avoir d'autant plus le revolver sur la table parce qu'on est en train de négocier, voire d'y arriver. Alors oui, sans doute, même si pour l'instant ça n'a pas très bien marché, ça, parce que déjà les Américains n'ont fait que renforcer depuis le 28 février, le début des attaques, leurs installations. On se souvient de l'arrivée successive de plusieurs porte-avions, et ça n'a pas vraiment fait plier les Iraniens. En revanche, je pense que c'est très important vis-à-vis des alliés américains dans le Golfe, parce que c'est aussi une catastrophe pour eux, peut-être d'abord pour eux, si effectivement Trump arrête la guerre sans avoir obtenu quoi que ce soit, et surtout pas le changement de régime, parce que ces pays qui étaient supposés être protégés par les Américains, ils ont vu des frappes iraniennes, ils ont vu que même les installations militaires américaines pouvaient être touchées, et donc Trump, en quelque sorte, essaye de les rassurer en disant mais rassurez-vous, c'est pas parce que j'arrête la guerre avec l'Iran que je ne vous protège plus, et d'ailleurs regardez ce déploiement d'avions. Alors je précise encore une fois, ça fait nous quelques heures qu'on voit cette information tourner, on n'arrivait pas à la confirmer visuellement, ça vient de tomber cette confirmation visuelle, Xavier, et allez-y Vincent, et ensuite on a attendu à Doha, allez-y. Évidemment, pour négocier, il faut un gros marteau, comme dirait Trump, il faut pouvoir réagir très très vite s'il était nécessaire de reprendre l'offensive, mais pour les alliés du Golfe, comme le disait Guillaume, c'est une très mauvaise nouvelle de voir ces avions sur un aérodrome en Grèce, parce que ça veut dire que les bases dans la région ne sont absolument pas sûres, et non, elles ne sont pas sûres, elles sont extrêmement mal protégées par les Américains, pas par les pays du Golfe, et à tel point qu'ils ont perdu, on le disait tout à l'heure, un avion de guet aérien, un avion radar AWACS qui vaut quand même la bagatelle de 500 millions de dollars, et qu'ils sont obligés de reculer toutes les forces de soutien, en fait, de logistique, le plus loin possible du front. On est à plus de 1500 km du front, 2000 km. Alors on va faire un peu d'interprétation là d'images. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'en fait il y a 3 avions donc EA-37B, donc Compass Call, qui font en fait de la guerre électronique, qui font du brouillage, qui font du jamming, donc du brouillage, de la perturbation en fait, de la guerre électronique pour brouiller les mesures électroniques adverses, et qui peuvent opérer à très grande distance, à 1500 à 2000 km effectivement, d'un champ de bataille, d'un théâtre d'opération. Donc ça fait sens finalement qu'ils soient prépositionnés en Grèce, et ils pourront opérer depuis le rivage méditerranéen du Liban, voire même au-dessus de la Syrie. Donc vous nous confirmez que c'est une information vraiment intéressante. C'est exceptionnel parce qu'il y en a 3. Il y en a 3, et en fait la flotte américaine en fait n'en a que 10 à travers son 23e escadron Warfare. D'accord, colonel. De l'Air Force. Oui, non, bien sûr, c'est la base arrière, on appelle ça en termes militaires d'appui et de soutien. Le soutien, c'est la logistique. L'appui, c'est quand on va aider directement ceux qui frappent. Se trouve en Europe, c'est ça la vraie nouveauté, et non pas dans les pays du Golfe. Alors, je retourne quand même quelques instants dans les pays du Golfe, puisqu'on est attendu par Jordan Olivier qui est à Doha. Il se passe des choses du côté du Qatar. Ma première question, Jordan, c'est la situation militaire. Vous nous confirmez qu'elle reste très tendue dans la région,
Oui, notamment en Arabie Saoudite, la tension est montée d'un cran. D'ailleurs, nos confrères de The Economist, nos confrères britanniques, ont affirmé il y a quelques heures que l'Arabie Saoudite avait demandé justement aux États-Unis de ne pas frapper l'Iran dans les prochaines heures pour une raison bien précise, c'est le Hadj. Alors le Hadj, c'est le grand pèlerinage à la Mecque pour des millions de musulmans. Il a débuté il y a quelques heures, il va se poursuivre jusqu'à samedi. Et il y a une problématique qui est très claire. 1,5 million de fidèles viennent du monde entier pour assister à cet événement. Et évidemment, s'il y a des frappes américaines, on peut imaginer une riposte iranienne sur les pays du Golfe et en particulier sur l'Arabie Saoudite, ce qui pourrait créer un nouveau chaos, notamment un chaos logistique puisque les vols seraient annulés avec une question qui se pose légitime. Comment repartirait ce 1,5 million de fidèles? Ils ne pourraient pas prendre l'avion. Donc évidemment, c'est un scénario qui est envisagé par l'Arabie Saoudite, d'autant plus que le pays a décidé de positionner des batteries de missiles anti-aériennes à proximité des lieux de culte, justement pour prévenir une potentielle frappe iranienne. Et j'ai encore une question. Parce qu'on a appris il y a quelques heures que Abbas Araghchi, le ministre des Affaires étrangères d'Iran, et Ghalibaf, l'homme en charge des négociations côté Téhéran, sont au Qatar. Expliquez-nous ce qui est en train de se jouer. Oui, Amélie, ils sont arrivés il y a quelques heures à Doha, la capitale du Qatar, pour négocier avec l'émir, avec plusieurs sujets qui sont mis sur la table. L'uranium enrichi, le détroit d'Ormuz évidemment, et puis aussi les comptes iraniens à l'étranger qui sont gelés. Alors ce n'est pas franchement nouveau de voir le Qatar prendre les devants sur la scène diplomatique. L'émir du Qatar négocie depuis plusieurs jours, voire plusieurs semaines avec d'un côté les Iraniens et puis de l'autre côté Donald Trump avec qui les relations sont plutôt bonnes. Et puis il y a un objectif très clair désormais pour les pays du Golfe et notamment pour le Qatar, c'est la réouverture très prochaine du détroit d'Ormuz puisque le Qatar exporte la majorité de ses hydrocarbures via ce chemin maritime et depuis la fermeture ou en tout cas depuis que les bateaux passent au compte-gouttes, eh bien l'économie qatari est impactée, raison pour laquelle eh bien la diplomatie qatari est très active ces dernières heures. Merci beaucoup, merci Jordan. Depuis Doha au Qatar, on va suivre ça avec beaucoup d'attention. En plus, je lis à l'instant que selon le Wall Street Journal, les progrès dans les négociations entre les pays ont marqué le pas. Les deux parties restent fermement campées sur leur position. Question nucléaire et l'allègement économique pour Téhéran. Vincent, allez-y. Non, sur le Hadj, il y a un élément important dont on n'a pas encore parlé, c'est qu'en novembre 1979, il y a eu une prise d'otage à la Mecque avec 50 000 pèlerins qui ont été pris en otage. Je crois qu'il y a eu 300 morts. Le GIGN d'ailleurs a participé à conseiller les autorités saoudiennes au moment des opérations de libération. À l'époque, c'était le capitaine Proutot. Donc pour les Saoudiens, toujours le Hadj, c'est un moment très très sensible de l'année. Et puis en plus, c'est beaucoup de business, c'est beaucoup d'argent pour les Saoudiens. Donc ce sera un manque à gagner important. Et vous l'avez entendu, Jordan, il dit que selon The Economist, l'Arabie Saoudite a dit à Trump ne pas frapper maintenant parce que la période est trop sensible. Ça peut être un argument crédible. Et est-ce qu'il faut se dire qu'une fois ce pèlerinage terminé, en réalité là, les frappes vont repartir ? Oui, même si il faut quand même rappeler que le pèlerinage à la Mecque, le Hadj, qui est l'un des 5 piliers de l'islam, est valable aussi pour les chiites. Et donc, il y a beaucoup d'Iraniens d'ailleurs. Absolument. Il y a des dizaines de milliers d'Iraniens. Il y a beaucoup d'Iraniens et qui font d'ailleurs qui ont le même rythme de tourner autour de la Kaaba, cette fameuse grosse pierre noire qu'on voyait à l'instant. Donc on imagine difficilement le pouvoir iranien frapper la Mecque. En revanche, effectivement, l'enjeu logistique est tel que on comprend que l'Arabie Saoudite ait envie que les frappes soient suspendues. En fait, l'Arabie Saoudite, elle est le pied sur le frein depuis le début de la guerre. Hein. Souvenez-vous, même au début, le MBS avait dit on va pas laisser les Américains se servir de nos bases. Bon, la vérité, c'est qu'ils l'ont fait quand même, mais ils ne l'assumaient pas. Donc, de toute façon, aujourd'hui, surtout qu'ils doivent sentir que les Américains sont prêts à lâcher, ils n'ont aucune envie de partir dans une escalade avec l'Iran parce qu'ils se retrouveraient tout seuls. Colonel, et après on va prendre la direction de Tel Aviv, allez-y. Oui, non, mais effectivement, l'Arabie Saoudite a de nombreux points de vulnérabilité. Vulnérabilité, on parle du Hadj, mais on parle aussi évidemment des vulnérabilités économiques de tous ces champs pétrolifères. Et donc, ils se sentent très vulnérables, d'autant plus que je rappelle que le discours iranien, c'est de dire, écoutez, vous lancez une campagne aérienne sur des infrastructures civiles ou économiques,
eh ben, nous ferons la même chose, non pas sur les États-Unis parce qu'on ne peut pas les frapper, mais sur les pays voisins, donc l'Arabie Saoudite, etc. Donc on fera à l'Arabie Saoudite et aux voisins exactement la même chose que vous nous ferez sur notre territoire. Direction Israël, je le promettais, direction Tel Aviv plus précisément pour vous retrouver Bethsabée Salem. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'on soit clair, Bethsabée, Israël maintient une pression maximale sur les épaules de Donald Trump. Quand on dit accord aux frappes, Israël veut les frappes ? Alors, il faut faire la différenciation entre ce que souhaiterait Israël et évidemment ici, que ce soit le gouvernement et encore plus l'appareil sécuritaire, il voudrait, s'il n'y a pas au moins une opération militaire, que au moins la pression économique sur l'Iran soit maintenue. Maintenant, concrètement, si vous me demandez si Donald Trump est encore influencé par Benjamin Netanyahou, on n'a vraiment pas l'impression ces derniers jours. Alors, il y a quelques voix ici qui suggèrent que peut-être tout ça n'est qu'une mise en scène, une ruse pour pouvoir attaquer l'Iran par surprise. Maintenant, il semblerait, selon des responsables israéliens d'ailleurs qui se sont confié à l'agence de presse Reuters, qu'à huis clos, Benjamin Netanyahou lui-même a confié qu'il avait beaucoup moins d'influence sur Donald Trump. Donald Trump, donc, qui maintenant a des intérêts qui sont bien différents de ceux d'Israël. Et ici, si vraiment cet accord voit le jour, alors c'est vrai qu'on nous promet aux Israéliens que la question nucléaire serait réglée à terme dans un accord final. Ici, les gens ne sont pas dupes puisque, a priori, le régime iranien pourrait se renforcer, se renflouer et donc il n'aurait aucun intérêt à faire plus de concessions encore dans les mois qui viennent sur un potentiel arrêt du programme nucléaire. Merci infiniment Bethsabée Salem dans cette belle lumière qui vous entoure du côté de Tel Aviv. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Bethsabée. Je voudrais maintenant qu'on ouvre un autre dossier dans ce grand dossier. Il faut regarder ce qui se passe du côté de l'Ukraine et de la Russie. Il faut regarder cette impressionnante vidéo montrant les récentes frappes aériennes russes contre la capitale ukrainienne, Kiev. Au moins 4 personnes tuées. Plus de 100 autres personnes blessées. Est-ce qu'on peut voir ces images? Elles sont là. Voilà, effectivement, c'est la nuit d'horreur à Kiev. Les images sont puissantes. La réalité de cette autre guerre qui nous percute encore et encore. De son côté, la Russie. 3e tir de missile Oreshnik sur l'Ukraine, confirmé, dit la Russie. La Russie a donc bien procédé à un 3e tir de ce missile balistique à sous-munitions qui a visé une zone du sud-ouest de la capitale. On est à 1130 km du site de lancement. L'événement a été filmé sous de multiples angles, ce qui permet d'analyser. Alors, cet Oreshnik, au-delà de sa puissance, est-il l'aveu justement d'impuissance de Poutine, frappe politique plus que militaire pour tenter peut-être de masquer son affaiblissement? On en parle avec le colonel Goya. Colonel, la Russie, elle a tiré ce week-end des missiles Oreshnik sur l'Ukraine. S'il fait si peur, cet Oreshnik, c'est qu'il est capable, qu'il a une capacité nucléaire. Oui, c'est ça la particularité. La seule particularité, c'est que c'est un missile à vocation nucléaire, enfin nativement fait pour utiliser une arme nucléaire, qui est utilisé de manière conventionnelle. C'est très nouveau. Jusque-là, on ne mélangeait pas les genres pour pas qu'il y ait de confusion. Quand vous voyez partir un missile à vocation nucléaire, parce que tout ça est très surveillé évidemment, et que vous le voyez partir, rien n'a été annoncé, c'est là vous posez beaucoup de questions. Donc c'est vraiment ce qui est nouveau. Alors après, qu'est-ce que c'est que l'Oreshnik? On voit les images. En fait, c'est une fusée. C'est une fusée assez classique avec plusieurs étages, une tête, une charge utile. À cette différence près que la charge utile qu'on voit ici, c'est pas un satellite, et que normalement c'est un véhicule qui est censé être mobile pour échapper éventuellement à la surveillance au tir. L'une des particularités, c'est que ce missile possède plusieurs ogives qui se séparent avant d'arriver au sol. Oui, c'est-à-dire que, au lieu d'envoyer un satellite, c'est la même chose. Donc il part, il y a plusieurs étages qui se détachent. La coiffe, il sort de l'atmosphère, il va très haut dans l'atmosphère. La tête, la coiffe s'enlève. Vous avez ce qu'on appelle le fagot qui sort. Ce fagot, c'est 6 têtes. Et à l'intérieur de 6 têtes, lorsque vous rentrez dans l'atmosphère, elles éclatent. Et vous avez, pour l'instant, c'est des tiges de tungstène qui sont a priori
qui sont lancés sans explosifs, mais avec une telle vitesse que les dégâts sont absolument considérables. Particularité, c'est pas fait pour ça, encore une fois, c'est fait pour lancer des missiles nucléaires, donc c'est pas du tout précis lorsqu'on utilise les images que l'on voit. Ça, ce sont les 6. Voilà. Donc en gros, vous avez un missile qu'il faut entre 30 et 40 millions d'euros à peu près pour envoyer 36 tubes de tungstène à peu près au hasard dans une zone et ça, en réalité sans faire de dégâts. Donc militairement, c'est une aberration. On ne s'est pas arrêté sur la portée, c'est important de cette Oreshnik. On va le regarder ensemble. Vous allez peut-être nous dire ce qu'il faut en retenir, justement. Voilà. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est plutôt de ce côté, en réalité. 5500 km, ça veut dire que c'est un missile à portée intermédiaire, ce qui était strictement interdit jusqu'à encore quelques années. Il a été conçu à un moment où c'était interdit de le fabriquer. Alors, depuis, le traité qui interdit ces missiles n'existe plus. Ce projectile, l'Oreshnik, 5500 km, vous voyez qu'en réalité, c'est un missile anti-européen. C'est ça sa particularité. Il n'est pas fait pour frapper les États-Unis, il y a d'autres moyens. Mais c'est aussi, quand on l'utilise, Vladimir Poutine envoie un message européen. Écoutez, voilà, j'ai un missile qui peut vous frapper, vous. Mach 10, vous n'avez pas les moyens de l'intercepter. Les Américains, les Israéliens peut-être. Vous, Européens, vous n'avez pas les moyens et je peux taper, même conventionnellement, n'importe quelle ville de chez vous. C'est ça le message. Alors, il y a eu de précédents lancements. On en a beaucoup parlé ensemble déjà, colonel. Mais quelle leçon vous pouvez retenir? Pour quelle cible particulière? Alors effectivement, c'est la troisième fois qu'un missile de ce type est utilisé, depuis novembre 2024, et puis encore récemment, quand même en janvier, dans la région de Lviv. Encore une fois, militairement, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens, sinon par le fait qu'on ne peut pas l'intercepter. Mais bon, comme il n'est pas précis, il n'y a aucun dégât, j'allais dire, militairement efficace, utile. En revanche, oui, bien sûr, c'est un message. Et c'est un message, vous l'avez un peu évoqué, pour moi, c'est quand même un peu un message d'impuissance. C'est-à-dire il y a tout un ensemble dont on va parler certainement, qui fait que la situation elle paraît un peu bloquée pour la Russie, pour Vladimir Poutine, et lorsqu'il y a une situation de blocage où il faut répondre à une humiliation, eh bien symboliquement on utilise ce missile, parce qu'évidemment on va en parler, parce que c'est un missile à vocation nucléaire, donc ça fait peur, dès que vous avez le mot nucléaire ça fait peur, donc on va en parler, ça va susciter un peu de stress, un peu de pression, mais en réalité, ça n'a aucun effet stratégique concret, très concret, et c'est très clairement un aveu d'impuissance. Merci beaucoup, colonel. Effectivement, d'autres experts disaient aujourd'hui, pas une arme miracle, pas une arme de précision, pas une arme produite en masse, mais surtout une arme psychologique de propagande. Vincent, pourquoi vous avez l'air dubitatif? Non, moi ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a très peu de moyens d'interception, ce sont des moyens d'interception exo-atmosphérique, et le problème, il n'y a que les Américains et les Israéliens qui les possèdent, les systèmes SM3, Aegis que possèdent les Américains, le système THAAD ou le système Arrow. Les Israéliens ne vont pas se démunir de système Arrow 3 pour... Les Allemands ont décidé d'en acheter, mais ils n'auront pas avant très longtemps. Et parce qu'ils en ont tellement besoin, les Israéliens, contre la menace iranienne. Et le problème, c'est qu'il n'y a même pas eu de communiqué de Washington suite à la frappe, cette troisième frappe d'Oreshnik. Donc on voit mal les Américains livrer des THAAD et des missiles à Aegis aux Ukrainiens. Oui, c'est votre moment, Hélène, allez-y. Alors, c'est terrible parce que quand Donald Trump a prêté serment de son deuxième mandat, il y avait encore des drapeaux ukrainiens dans les pelouses de beaucoup de familles américaines qui étaient pour sauver ce pays. Donc, vous voyez, là, Donald Trump, il trahit quand même ses promesses, surtout à sa base, MAGA, non seulement juste le parti anti-guerre, mais plus particulièrement, il avait dit qu'il allait mettre fin à cette guerre dans une journée. Voilà où nous en sommes. Et pire encore, c'est que, vous savez, depuis le 28 février, Donald Trump est parti jouer au golf 14 fois. Alors, on le sait parce que c'est quand même payé par les contribuables américains. Mais au-delà de ça, ça montre l'absence de sérieux dans la manière dont il traite ces dossiers-là. Pour vous, l'absence de réaction, c'est la confirmation d'un abandon, on comprend. Guillaume Roquette, et après on va parler de ce que ça veut dire pour Poutine lui-même. Oui, juste un commentaire très rapide. Ce que disait Michel Goya était très intéressant, comme toujours, mais quand il parlait d'aveu d'impuissance, en fait, ça montre que être une puissance nucléaire, ça suffit pas.
Et on en a la démonstration à la fois avec cette guerre en Ukraine qui dure maintenant depuis 4 ans et demi, et bien sûr avec les États-Unis en Iran. C'est-à-dire qu'à moins de déclencher l'apocalypse, ce que grâce au ciel, ni les Russes ni les Américains ne sont prêts à faire, eh bien, vous pouvez être surarmé, avoir l'avantage technologique majeur de l'arme atomique, ça ne suffit pas. Et à quel point c'est un cache-misère pour Vladimir Poutine. Cette escalade, elle intervient alors que ses forces subissent des échecs. On peut parler d'échecs sur le front. On a ressorti une carte qui montre qu'en avril, il y a eu un recul de 120 km² pour la Russie. Est-ce que le président russe est en train de perdre l'avantage stratégique qui a souvent, longtemps assuré sa domination ? Oui, on est en situation de crise militaire pour la Russie. Alors, c'est pas la première fois, mais là, les Russes sont un peu en panne d'idées pour en sortir. C'est ça que ça veut dire aussi, cet emploi de l'Orechnik. Oui, alors... Premier élément, en avril, pour la première fois, les Russes reculent plus qu'ils n'avancent. Bon, pour la première fois depuis longtemps. Alors c'est minuscule, mais c'est symbolique. Ça veut dire que, en gros, leur progression est quand même très largement bloquée. Deuxième élément, les Ukrainiens maintenant lancent plus de drones à longue portée, enfin de gros drones qui sont quasiment des missiles de croisière, que sur la Russie d'Europe, y compris jusqu'à l'Oural, que les Russes l'envoient de missiles sur l'Ukraine. Que ce sont les Ukrainiens qui ont de fait, et Volodymyr Zelensky en particulier, qui ont autorisé la tenue de la parade de 9 mai, qui s'est tenue à minima. Donc tout ça, c'est une série évidemment de contraintes, d'humiliations, et il y a la volonté de reprendre un peu la main d'une certaine façon, ou en tout cas de montrer que non, on reste quand même une très grande puissance et on fait finalement l'emporter. Donc depuis ce moment-là, vous avez, c'est pas la seule série de ça, de missiles, il y en a eu plusieurs depuis le 9 mai. Donc on bombarde massivement. Notez qu'on bombarde Kiev, on ne bombarde pas des réseaux électriques, des réseaux énergétiques, ce qui peut être compréhensible, qui a un sens militairement. Là, non, on bombarde des villes. Donc c'est à la fois une sorte de fureur, une fureur de rage, et en même temps un élément d'impuissance. Juste un élément, dans toute cette période, il y a aussi par exemple la démonstration du missile intercontinental Sarmat, qui pour une fois a réussi. Ce test a pour une fois réussi, et donc oui, on l'inscrit dans cette séquence de fureur, mais de fureur un petit peu impuissante, sans solution. Xavier, en effet, il y a eu ce défilé du 9 mai au rabais. Poutine, il essaye de compenser au maximum cette terne de et ses échecs sur le front en faisant étalage de sa puissance. Oui, et puis avec ces bombardements sur Kiev et d'autres villes qui font de nombreux morts civils, il parle d'actes contre les terroristes, en fait, une sorte de vengeance contre les terroristes, parce que les Ukrainiens, effectivement, arrivent à frapper loin derrière le front, en Russie, et ça commence à poser beaucoup de questions dans le pays. Mais je voulais revenir sur ce que disait Michel tout à l'heure. 3e fois qu'un Orechnik est lancé. Ce genre de missile qui peut porter des têtes nucléaires, on les surveille comme le lait sur le feu, parce que finalement, on ne sait pas ce qu'il y a dans les ogives. Est-ce qu'il n'y a pas un message de la part de Vladimir Poutine en voulant appuyer à nouveau sur la peur du nucléaire en envoyant ces missiles qui, d'un point de vue opérationnel, ne servent strictement à rien? On a vu tout à l'heure les images de Dnipro en novembre dernier. On voyait des toitures qui avaient été transpercées, mais ça ne peut pas faire d'énormes dégâts. En revanche, faire monter cette peur sur le nucléaire, elle est utile pour Vladimir Poutine dans le sens de dire attention, les choses tournent très très mal pour moi sur le terrain, ce qui est le cas aujourd'hui, puisqu'il n'avance plus, il recule même, et il y a un moment où je vais être obligé d'agir. L'ancien chef du bureau à Moscou de Newsweek décrit un Poutine isolé, obsédé par sa sécurité, pendant que la guerre, vous l'avez compris, s'enlise. Merci beaucoup d'être avec nous, Sergueï Parkhomenko. Vous êtes journaliste russe indépendant. Merci vraiment d'avoir pris le temps. On lit également que le cercle restreint de Poutine perd progressivement confiance en lui, que le dictateur du Kremlin lui-même est de plus en plus isolé. Et dès la semaine dernière, nous on relayait un sondage officiel d'ailleurs qui montre qu'il est à 65,6% de popularité, 7e semaine de baisse consécutive. Oui, Poutine est affaibli, même extrêmement affaibli, plus que jamais depuis le début de la guerre. Oui, je crois que psychologiquement, il est très affaibli. Mais moi, j'attire pas beaucoup d'attention à ces chiffres de rating de Poutine. C'est un truc assez artificiel et ce n'est qu'une préparation à l'élection qui auront lieu en septembre en Russie. Et vous allez voir, ça va monter énormément. Ça va monter dès que Poutine a besoin de montrer la hausse de son rating.
Donc en fait, ces chiffres, ils montrent pas grand-chose. Mais les reportages qu'on a, les informations qu'on a des sources de Moscou, c'est vraiment une certaine déception, une certaine crise de morale, une certaine crise psychologique qui se voit autour du Kremlin et autour de Poutine à cause de, en fait, l'absence totale d'offensive d'été. On l'attendait, l'offensive d'été, on attendait le moment où le temps sera mieux, où les routes vont sécher, où il n'y aura plus de pluie, et voilà, on pourrait attaquer. Non, il n'y a pas d'attaque, il n'y a rien. Il n'y a aucun avancement. Et par contre, il y a ce qui est très visible, les succès des drones et des bombardements et des missiles ukrainiens qui arrivent à Moscou maintenant et dans la région de Moscou et qui donnent de plus en plus d'effets psychologiques aussi à la population russe. Ça donne des problèmes sans doute. Sergueï Parkhomenko, je me permets de vous soumettre une séquence qui a fait pas mal de bruit ces dernières heures. Le Kremlin aurait même retiré cette vidéo où Poutine ne réussit pas à crier triplement un « Hourra ». Je vous soumets la séquence et vous me dites ce qu'il faut en penser juste après. Regardez. В их честь, в их поддержку. На счет 3. Громко, так, чтобы они услышали. Троекратное «Ура». 3. Ура! 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 Voilà. Sergueï Parkhomenko, dites-nous tout de suite, est-ce que vous pensez qu'il faut effectivement voir dans cette vidéo quelque chose de significatif? Mais la question dans la question, c'est que vous savez très bien que depuis des semaines maintenant... Oui, allez-y. Ce qui est significatif, c'est que ce vidéo était retiré du site officiel de Kremlin. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ont peur de toutes sortes des petits problèmes, de toutes sortes des images qui peuvent endommager l'image de Pharaon. Ça montre, bien sûr, ça montre le degré d'inquiétude, au moins, dans l'entourage de Poutine, s'ils font attention même à ce genre des anecdotes. Sergueï Parkhomenko, on dit beaucoup, de plus en plus, que Poutine est bunkerisé, terré, parce qu'il craindrait, je ne sais pas, notamment peut-être d'être renversé. Est-ce que il est temps d'y croire? Un possible renversement de Poutine? Pas encore, je crois. Je crois qu'on va attendre longtemps la création de la situation où ce danger d'être renversé pour Poutine sera réel. Je crois que non, pas encore. Mais la tendance est là. La tendance plutôt psychologique, la perte de l'initiative, la perte de cette sensation d'être en tête de développement et je dirais au volant de développement des événements, ça c'est évident. Ça c'est évident à Moscou et autour de Moscou, et ça tous les sources nous le rapportent. Ça va produire à un certain moment de plus en plus de problèmes pour Poutine. Mais je crois que pas maintenant. Maintenant, ces vrais problèmes, c'est l'isolement. C'est qu'il a vraiment peur. Il a vraiment peur de se montrer au public, peur de sortir de son bunker. Ça, toutes les informations sont là. Mais je crois que ce n'est pas le moment de coup d'État qu'il faut attendre maintenant ou demain matin. Merci Sergueï Parkhomenko d'avoir été avec nous. Merci vraiment. Oui, Vincent Crouzet, après je vais vous parler de la dernière alerte qui vient de Moscou. Oui, on a parlé d'un complot qui aurait pu être ourdi par Shoigu. Bon, ça peut être crédible parce que c'est un personnage hautement corruptible, mais c'est vraisemblablement une opération d'intoxication et de désinformation de la CIA pour diviser un petit peu les dirigeants du Kremlin. Sur le Hourra, c'est la saison des pollens à Moscou, un petit peu décalée, donc ça peut m'arriver aussi de perdre ma voix. Et à tout le monde, pendant la saison des pollens, je me fais beaucoup des supputations sur mais c'est vrai qu'il a raison, Sergueï Parkhomenko. Ce qui a fait parler, c'est pas tant la vidéo que le fait qu'elle ait été publiée et retirée par l'agence officielle. Très rapidement. Maintenant, c'est vrai que le FSO a relevé son niveau de protection quant à Poutine, qu'il se déplace très peu, qu'à chaque fois, il y a 4 cortèges identiques
politique qui sort du Kremlin quand il sort du Kremlin. Ce qui amène d'ailleurs, je vous conseille d'aller voir sur les réseaux sociaux les vidéos de cortège. Il y en a énormément du coup qui circulent, puisqu'elles sont prises, voilà, parce qu'il n'y a pas de mesure de protection sur les faux cortèges qui sortent. Et puis surtout, il serait de plus en plus souvent à Krasnodar, dans une résidence extrêmement sécurisée au sud de la Russie. Je le redis, je remercie Sergueï Parkhomenko. Je trouve que j'étais un peu rapide dans mes remerciements, donc j'insiste sur ce point. Regardez, on a noté cette phrase, hein, Poutine a vraiment peur. Cette alerte également, je vous le disais, la Russie avertit les étrangers de quitter Kiev. Ils annoncent viser, les Russes, désormais l'industrie de défense, les centres de décision, les postes de commandement dans la capitale ukrainienne. Avertir les étrangers de quitter Kiev. Colonel, ce que ça peut présager pour les prochaines heures? Une campagne de frappe sur la capitale. Voilà, maintenant, on ne frappe plus à l'arrière, on ne frappe plus le réseau énergétique ou même des sites militaires, on frappe la capitale. Et donc on frappe la tête en essayant d'obtenir peut-être une décision de cette façon. Mais c'est pas très différent de Donald Trump annonçant je vais frapper, je vais ramener l'Iran à l'âge de la pierre, je vais frapper tellement que vous allez finir par céder. C'est sensiblement la même logique et globalement sensiblement toujours avec les mêmes résultats, c'est-à-dire que résultat nul. Mais voilà ce que je pense qu'on va commenter effectivement dans les jours à venir, encore des frappes centrées sur la capitale, alors évidemment qui sont présentées comme voulant frapper des cibles militaires systématiquement, mais de fait ne font que frapper la ville, frapper les habitants. Et c'est même Donald Trump qui trouve bon de tout commenter en temps réel, n'a jamais à dire sur ces agissements-là. C'est quand même étonnant. Je ne sais pas que, vous savez, récemment, il a eu Vladimir Poutine au téléphone et Vladimir Poutine lui a demandé de retirer nos forces de nos bases militaires, par exemple, en Allemagne. Et Donald Trump a donné son accord. Il ne l'a pas écrit, hein, mais ça a été dit par la presse américaine. Oui, mais du côté européen, on pourrait aussi faire beaucoup plus. Il y a toujours cette initiative de ciel fermé, d'interdiction de vol au-dessus du pays, au moins l'ouest du pays, qui pourrait être envisagée par les pays européens, qui ne l'est pas. La fourniture d'armements propres à défendre le ciel ukrainien, elle aussi laisse encore à désirer. On se souvient des Taurus de Friedrich Merz, le chancelier allemand. Évidemment, on ne les a jamais vus, et même côté français, on est toujours en deçà de ce qui devrait être fait pour défendre l'Ukraine face à la Russie. Juste sur la Russie, The Economist dit que la Chine fournit à la Russie des composants à double usage essentiel à son effort de guerre en Ukraine, et notamment des drones ou encore des matériaux pour roquettes, affirmant toujours rester neutre la Chine. J'élargis le propos, je boucle peut-être un peu la boucle. La Chine qui aide l'Iran, la Chine qui aide la Russie, la Chine où se rend Donald Trump. Encore une fois, est-ce que ça dit d'une Chine qui serait devenue l'alpha et l'oméga? D'ailleurs, écoutez ce que disait Thierry Breton sur ce sujet il y a quelques heures sur ce plateau, regardez. On a eu une séquence diplomatique absolument surréaliste. D'abord, ce voyage qui avait été annulé, repoussé, puis ensuite donc la première visite d'État d'un président américain depuis la dernière fois que Donald Trump y était allé, c'était sous Trump 1. Et puis vous avez eu ensuite le président russe, Vladimir Poutine, 3 jours après, qui est allé. C'est aujourd'hui la Chine qui apparaît comme le pays, j'allais presque dire dans ces néo-empires dans lesquels nous vivons, le pays, le pôle de stabilité du monde. Alors pour un régime qui a les Ouïghours, qui est l'un des régimes les plus autocratiques de la planète, le fait d'avoir transformé la Chine en espèce de, je dirais, de pôle de stabilité, il y avait finalement qu'un Donald Trump pour pouvoir le faire. Vous êtes d'accord pour dire que l'un des plus grands échecs, en gros, de Donald Trump, c'est d'avoir permis à Xi Jinping d'être porté au plus haut et de devenir le grand ordonnateur du monde ? Pas complètement, parce que si Xi Jinping a pu jouer un rôle central, c'est parce que les Russes avaient besoin de lui. Or, c'est pas la faute de Trump si la Russie a envahi l'Ukraine. Donc, il me semble que c'est d'abord la proximité avec la Russie et donc par là même la constitution de fait d'une espèce de pôle alternatif à la puissance américaine. Ça, c'est pas la responsabilité de Trump, c'est plutôt le fait de Poutine qui avait besoin de la Chine. Colonel ? Oui, il y a un précepte taoïste qui s'appelle l'agir sans agir. C'est-à-dire qu'apparemment, vous ne faites rien,
et en fait, vous faites tout. C'est l'empire discret, la Chine. Et puis en même temps, c'est l'empire indispensable. C'est-à-dire que tout le monde va quand même voir Xi Jinping. Alors, il ne fait pas de tweet, il ne fait pas de trucs, mais quand même, tout le monde le voit. Et si vous voulez vous montrer un signe de puissance sans le dire, c'est simple que tous les pétroliers qui vont en destination de la Chine, ils passent. Ils sont ni bloqués par les Iraniens, ni bloqués par les Américains. Voilà, donc là, vous avez un indice de qui est le vrai patron dans la région, et tout ça sans élever la voix. Vincent. Oui, ils manipulent même l'activité diplomatique pakistanaise. Ce sont eux certainement qui sont derrière les efforts diplomatiques pakistanais, puisque ce sont eux qui souffrent le plus du blocage ou du semi-blocage du détroit d'Ormuz, les Chinois. Et j'aime beaucoup le principe taoïste de Michel. C'est vrai notamment dans les pays africains où les Chinois sont très présents. On voit physiquement les Russes et les Hongrois, on ne voit jamais les Chinois, pourtant ce sont les Chinois qui sont derrière. Mais dans les faits, il est vrai de dire que la Chine est devenue l'alpha et l'oméga. On en pense qu'on veut, on trouve ça bien, pas bien, quoi que ce soit. La Chine est l'alpha et l'oméga de ce qui va se passer dans les prochains jours. Emmanuel Macron avait lancé un slogan pour la France de puissance d'équilibre, au pluriel. C'était quelques années, au moment de la dernière revue stratégique. Non, la vraie puissance d'équilibre, en fait, c'est la Chine qui se place au milieu du jeu. Et vous savez, le principe de stratégie chinoise, c'est pas forcément d'agir, d'essayer de tenir les choses par la force, c'est de se placer au bon endroit. C'est d'être au bon endroit et d'être dans la tendance. Et voilà, donc ils jouent leur jeu très habilement. Alors la situation globale, le désordre, c'est pas trop leur truc, mais au sein de ce désordre mondial qui est au contraire, ils préfèrent quelque chose qui soit beaucoup plus stable. Mais voilà, ils prennent acte de la situation et ils s'inscrivent dans cette situation. Il y a une autre devise, quand ton ennemi fait des imbécilités, on peut le dire de différentes manières, surtout laisse-le faire. Et à l'instant même, Xi Jinping vient de recevoir le Premier ministre pakistanais, donc évidemment qu'il y a des implications chinoises dans tout ce qui se passe actuellement, notamment la crise en Iran. Et pour revenir à la Russie, si Donald Trump avait dit stop à Vladimir Poutine, notamment en armant l'Ukraine, on n'en serait pas là aujourd'hui et les Chinois ne pourraient pas jouer ce rôle. Moi je dis stop à Xavier de Giacomoni, voilà, chacun à son niveau. Je pense que c'est plus facile en fait. Bon, en tout cas, merci infiniment, colonel Goya. Merci, Guillaume Roquette. Vous avez le droit de vous hydrater. C'est le moment, surtout par cette chaleur. Merci, Xavier de Giacomoni. Merci, Hélène Kuntz. Toujours un plaisir. Merci, Vincent Crozet. Toujours un plaisir également. Merci à vous, bien sûr, de nous regarder. Vous savez que vous pouvez nous écouter. Le QR code, il est en bas. Vous le scannez, vous le flashez et vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Deezer, Spotify, Apple Podcast, etc.